Bonjour Catherine Grantôme, Bonjour Philippe. vous êtes directrice du pôle développement des projets et responsable filière énergie au CNRS. Le CNRS, ou le Centre national de la recherche scientifique, est le plus grand organisme public de recherche en France. Fondé en 1939, il regroupe plus de 32 000 chercheurs et ingénieurs qui travaillent sur des projets innovants dans divers domaines scientifiques, allant de la physique à la biologie, en passant par les sciences humaines et sociales, et bien sûr l'énergie. Et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui avec votre équipe pour ce rendez-vous organisé par la direction de la recherche et développement et de l'innovation de GRDF. Vous intervenez aujourd'hui avec vos collaborateurs auprès des chefs de programme de R&D de GRDF. Mais avant d'entrer dans les projets de recherche du CNRS en collaboration avec notre entreprise, je voulais vous poser la question, quels étaient les grands défis que vous cherchez à résoudre au CNRS et comment vos travaux contribuent concrètement aux ambitions françaises de décarbonation et de transition énergétique? Alors la question est large parce qu'en fait le CNRS couvre toutes les disciplines technologiques et il est agnostique justement dans le choix des technologies qui serviront à faire le mix énergétique et qui aideront à faire la transition énergétique. Donc on pousse toutes les technos, qu'elles soient l'énergie éolienne, le biogaz, l'hydrogène, le solaire. Donc en fait on couvre tous les champs disciplinaires et toutes les technologies. Un point particulier qui nous distingue CNRS, c'est qu'on inclut le champ disciplinaire des sciences humaines et sociales. Et c'est extrêmement important d'avoir cet apport scientifique sur des changements d'usage. L'appropriation par la population de cette transition énergétique, l'implantation des champs éoliens en mer, le réseau de distribution qui va se développer pour accompagner la filière hydrogène et tout ce qui concerne les impératifs sécurité par rapport à ces nouvelles énergies. Voilà. Donc en fait, on couvre tous les champs disciplinaires et on est à la fois agnostique et en même temps on cherche à avoir une vision systémique. Et on travaille par exemple sur les analyses de cycle de vie liées à la filière hydrogène, enfin voilà pour donner un exemple. Et puis sur la décarbonation, on est à la fois en accompagnement des industriels avec des pilotes industriels chez ArcelorMittal pour les citer, mais aussi on travaille sur tout ce qui est champ exploratoire du captage direct du CO2 dans l'air, qui est vraiment à une maturité très très faible en fait. Voilà. Donc effectivement, un large champ de Un large travail. spectre, tout à fait. Et avec une posture, effectivement, que vous le précisiez, donc agnostique, c'est-à-dire vraiment sans aucune différenciation sur Oui. le travail à mener sur les diverses technologies Oui. sur lesquelles vous êtes amené à collaborer avec des entreprises. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, nous, on s'inscrit aussi dans la stratégie d'accélération nationale de l'État, qui pousse justement un certain nombre de technologies dans le cadre du mix énergétique et dans le cadre des objectifs qui sont fixés à l'Aune de 2050. Donc en fait, il y a, on va dire, des discussions qui ont eu lieu avec l'État pour cibler un certain nombre de projets qui sont porteurs, en fait, les pépites qu'on a dans nos laboratoires, et pour les porter à un niveau TRL le plus vite possible, en fait, pour qu'on les transfère à la société le plus vite possible. Donc l'État a décidé de mettre un peu plus d'argent sur certaines équipes de recherche pour qu'elles arrivent plus facilement vers les industriels. Et pour repréciser, vous avez évoqué le TRL, donc c'est une échelle qui permet de voir la maturité des technologies. Tout à fait. Vous allez aussi travailler sur des TRL élevés, c'est-à-dire des projets qui sont prêts à être industrialisés. Nous, en fait, notre métier, c'est de faire de la science fondamentale pour le progrès de la société. Donc, on commence à l'échelle 1. L'échelle 1, 2, c'est les laboratoires, c'est l'échelle paillasse. Et en fait, on va monter maximum jusqu'à 6, sachant que 7, 8, 9, c'est l'industrialisation et 9, c'est le marché. Nous, on s'arrête à 6 parce qu'on n'a pas les moyens industriels, en fait, tout simplement. On est quand même dans des laboratoires. Donc, quand il s'agit de faire des petits capteurs qui vont mesurer, par exemple, le niveau d'hydrogène, on est capable de faire des mini-séries dans les laboratoires. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on monte jusqu'à TRL 6, mais pas au-delà. Voilà. Très bien. Donc après avoir évoqué ces grands défis que le CNRS, que vous cherchez à résoudre, notamment en matière de décarbonation et de transition énergétique, j'aimerais qu'on se penche peut-être aussi sur la manière dont vos ambitions se concrétisent avec les partenariats avec des entreprises, et parce qu'en fait, vous ne travaillez pas seul sur justement l'aboutissement à des projets industrialisés. Et donc vous vous appuyez sur des partenariats stratégiques pour amplifier l'impact de vos recherches. Comment ces collaborations avec des partenaires externes comme GRDF par exemple influencent-elles vos projets de R&D ?
Alors, on ne peut pas vraiment dire que ça influence, en fait, puisque la recherche faite par le CNRS, elle est libre. En fait, les chercheurs Mhm. sont libres de choisir leur domaine de recherche. Par contre, elle doit être concertée avec les industriels. Et nous, ce qu'on a besoin de savoir, et ce qu'ont besoin de savoir les chercheurs, c'est d'avoir les cas d'usage, d'avoir les facteurs clés qui sont déterminants pour un projet industrialisé, en fait, pour qu'ils les intègrent tout de suite dans leur recherche en ciblant finalement les bons paramètres à chercher et puis à mesurer. Donc en fait, on est plutôt sur moi j'appellerais ça plutôt de la recherche concertée avec les Mhm. industriels. Et dans ce cadre-là, on mène plusieurs types de collaboration. Voilà, ça peut être, enfin, on accompagne, ça peut être de la prestation de service quand un industriel a besoin d'accéder à un équipement de pointe qui se trouve dans un laboratoire pour caractériser des matériaux, eh bien, il peut venir chez nous et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle voilà, une prestation de Oui. service. Mais au-delà de ça, on a aussi des collaborations de recherche qui permettent ensemble de faire progresser la science et qui permettent à l'entreprise de comprendre la science, comprendre les phénomènes. Par exemple, un acteur de l'énergie qui ne fabrique pas d'électrolyseurs mais qui va en acheter et qui va donc qui va vouloir finalement être acheteur éclairé, va venir vers nous pour faire des programmes de recherche pour comprendre la science qui se cache derrière, mais pas pour forcément améliorer Oui, le dispositif parce que lui, finalement, il n'a pas d'intérêt pour faire les sur le bons choix de dispositif. technologie aussi. Voilà, pour être un acheteur éclairé. Donc, on accompagne l'ensemble des partenaires industriels qui sont dans le domaine de l'énergie, qui soient soit équipementiers, soit usagers finaux, et selon différents formats. Voilà, on fait du sur-mesure et on offre un panel de Ouais. collaboration assez large. Est-ce que vous venez de nous expliquer, ça me fait écho au tout début de notre échange quand vous évoquiez les sciences humaines et sociales, Mm. aussi pour que les industriels s'approprient ces sujets pour lesquels on n'est peut-être pas forcément très bien outillé, Oui, alors que finalement le CNRS est l'un des rares centres tout de à fait. recherche à être reconnu dans ce domaine. Tout à fait. Donc en fait, ça c'est un sujet qu'on peut aborder via l'éco-conception, via les analyses de cycle de vie, qui parlent aux industriels, parce qu'ils ont tous en général une démarche de RSE à déployer, donc on peut les accompagner sur ces questions-là. Voilà. Et pour revenir peut-être un peu plus sur des projets sur lesquels vous travaillez en collaboration avec GRDF, est-ce que Mm. vous auriez des exemples, des cas concrets, des avancées sur certains de ces projets? Alors en fait, avec GRDF, on a commencé une discussion il y a 2 ans. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passait rien entre GRDF et les laboratoires de recherche sous tutelle CNRS, c'est juste qu'il n'y avait pas de De concertation, cadre, de oui. coordination Mhm. nationale en fait. Donc j'aide à orienter les demandes vers les équipes de recherche qui sont susceptibles d'être intéressées et disponibles pour travailler avec GRDF. Alors il y a plein de sujets. Alors on a commencé par des sujets qui concernent à valoriser les sels qui viennent de l'hydrogasification. J'espère que je ne dis pas de Oui. bêtises. Hein, voilà. Et puis on a été sollicité sur un projet justement SHS. Qu'est-ce que la performance au travail ? Donc là, on est en train de mettre en relation avec un chercheur qui justement a une chaire industrielle qui porte sur la transformation du travail. Une demande qui nous a été formulée de voir comment on peut augmenter le rendement d'une pompe à chaleur. Donc là aussi, on a trouvé une équipe qui travaille sur cette question-là précisément. Voilà, donc j'ai déjà 3 sujets, Ouais. un chimie matériaux, Sciences humaines et sociales. ingénierie et SHS. Voilà. Donc en général, on trouve toujours quelqu'un qui travaille sur le sujet. Mais après, il faut qu'il soit aussi disponible Oui, pour travailler et répondre dans un délai qui évidemment. convienne à l'industriel. Ouais. Et pour finir, est-ce que vous auriez en tête dans les programmes, peut-être même pas forcément avec GRDF, mais avec d'autres collaborations, un exemple d'innovation ou de découverte que des chercheurs du CNRS ont travaillé et qui pourrait avoir un impact majeur sur le secteur de l'énergie? S'il y avait quelque chose comme ça qui selon vous, viendrait nourrir la transition énergétique de manière importante et impactante demain? Alors, je ne sais pas si ça va être impactant, mais là, on présente aujourd'hui dans un atelier un sujet qui peut être une innovation de rupture. Les électrolyseurs aujourd'hui, pour produire l'hydrogène à partir de l'eau, ont tous des membranes. Il y a une équipe de physique dans un laboratoire de recherche au CNRS qui s'est dit on enlève la membrane parce que la membrane peut avoir elle peut être constituée de nations et on pense que dans un avenir proche, ça risque d'être interdit.
Donc pourquoi pas un électrolyseur sans membrane. Mais ça oblige à réfléchir finalement à revoir finalement la dynamique des fluides des bulles. Enfin voilà, il travaille sur la dynamique des bulles et d'avoir un électrolyseur avec une certaine forme géométrique qui fait que ça favorise l'émergence de bulles et simplifie la géométrie de l'électrolyseur. Donc ça, si ça fonctionne, c'est une innovation de rupture, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans peut-être 20 ans. Voilà. Mais ça veut dire qu'on simplifie, on enlève un problème qui est la membrane. Voilà. Merci beaucoup, Catherine Grandhomme, d'avoir participé à cette série de podcasts. Vous êtes directrice du pôle développement des projets et responsable filière énergie au CNRS. Et merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vos explications. Et nous avons hâte de voir maintenant comment ces projets que vous nous avez cités vont évoluer dans le temps. Merci pour votre invitation.